Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ce qui est bien avec la télé, on dirait que c'est tout le temps ces chapeaux de roue. C'est 3 secondes avant d'aller en ondes, on est là en train de vérifier. Alors je vous raconte parce que, tu sais, je partage tout avec vous, chers auditeurs. 3 secondes avant d'aller en ondes, j'entendais rien. Tu sais, moi, je suis ici devant mon micro en studio avec Cybèle Olivier. Bonjour Cybèle. Allô. Et de l'autre côté, il y a un mur, il y a une vitre, puis de l'autre côté, il y a la régie. Mais si je peux pas parler avec la régie, c'est comme un enfant qui est pas capable de communiquer avec sa mère. J'ai comme plus de cordon ombilical, comprends-tu? T'es désespéré? Ben, désespéré. T'es laissé à toi-même complètement. Je crie « Maman! » comme le petit bonhomme dans un festival qui... bon, bref. On a une image. de triste mémoire. Eh ben, c'est tout ça. En fait, je vais tout vous expliquer. C'est la faute à Benoît Dutrisac. Je pense que toutes mes phrases, dorénavant, vont commencer par « c'est la faute à Benoît Dutrisac » parce que lui, Benoît, il a ses petits écouteurs fancy, comprends-tu? Pour pas être princesse Ses Léa. petites affaires, oui, pour pas avoir des gros machins sur les oreilles. Il apporte ses petits écouteurs, comprends-tu, tout blancs. Puis il les branche, mais pour avoir ces petits écouteurs blancs qui branchent, il faut qu'il débranche les gros écouteurs noirs. Ben, quand il part, il n'a pas une pensée pour ses collègues. Mais ça, là, c'est la même affaire que le bol de toilette. C'est avec, par exemple, quand tu partages ta vie avec quelqu'un qui lève le bol de toilette, est-ce que c'est plus à l'autre de le baisser à chaque fois ou l'autre de le remonter pour l'autre? Pourquoi ce serait pas à la femme peut-être de le remonter pour par exemple, son partenaire? OK. Donc, je trouve que ça peut aller en ce sens. Non, mais c'est très bon. Ça veut dire, c'est quoi la norme? Si la norme, c'est la femme, ben, il faut que le bol de toilette soit baissé. Si la norme, c'est l'homme, ben, il faut qu'il soit remonté. Ce que je trouve dégueulasse quand il est remonté, c'est qu'on voit des fois un petit peu de... Aussi, je trouve ça dégueulasse. Et qui frotte? Non, c'est vrai. Bon, d'accord. Autre débat. La norme, donc, devrait être que 90% des animateurs de Cube utilisent les écouteurs noirs. Donc, Benoît Dutrisac se trouve dans la minorité qui utilise un petit écouteur blanc. Donc, Benoît, la prochaine fois, tu prends l'écouteur noir, tu le rebranches. Comme ça, je peux communiquer avec mon équipe et je me retrouve pas dans une situation de stress absolument épouvantable. Maintenant qu'on a partagé notre vécu d'animateur, mais moi, je partage tout avec les auditeurs. Je veux vous présenter quelqu'un qui a un nouveau métier maintenant. Et ce métier, c'est d'être animateur. Ricardo Larrivé. Bonjour, Ricardo. Hey, bonjour à vous autres. Est-ce que... un nouveau métier. Il y a quand même un bout que je fais depuis 25 ans tous les jours, c'est-à-dire d'être là, de discuter avec des gens, d'avoir des invités. Sauf que là, j'ai du temps pour faire ce que je pouvais pas faire dans mon émission de cuisine. Des fois, si je cuisinais avec quelqu'un puis qu'il me racontait une histoire formidable, ben là, j'ai 23 minutes pour arriver à un objectif précis. Ouais. Alors, on ne peut pas s'étendre sur ce sujet-là. Alors que là, autour du comptoir, à 3, je n'ai que ça comme bonheur d'écouter la passion de quelqu'un pour un sujet déterminé. J'aurais dû préciser, être beaucoup plus précise, ton nouveau boulot d'animateur d'affaires publiques. Parce que animateur d'émissions de cuisine, d'émissions de convivialité, d'émissions d'art de vivre, tu l'as non seulement fait, tu as énormément d'expérience, mais tu l'as fait dans les 2 langues, tu l'as fait avec brio, tu l'as fait avec d'excellentes codes d'écoute, tu l'as fait avec la reconnaissance du milieu. Donc, je dois préciser animateur d'affaires publiques. Donc, tu as commencé vendredi dernier sur les ondes de Télé-Québec à 2 hommes en or et Rosalie. Donc, tu es un des 2 hommes en or. Comment ça s'est passé? Es-tu, autrement dit, sur 10, sur une échelle de 10, tu te donnes combien pour ta première émission? Je me donne la note de passage parce que j'ai survécu. J'avais jamais été aussi nerveux depuis longtemps, mais tu sais, une belle nervosité, un stress que tu choisis, un stress qui te pousse à te dépasser. Tu sais, je veux dire, j'ai dit oui à cet emploi-là avec
avec la conscience de ce que ça allait amener, puis j'ai été vraiment ravi. Je dois t'avouer que quand je me suis couché vendredi passé, en fait, on enregistre le jeudi, hein. Oui. Comme moi, hier soir, on a tourné, puis je me suis couché à 1h du matin, mais l'émission 2, mais quand je suis revenu chez moi, j'avais un blackout. Je ne me souvenais de rien. Je comprends la sensation. C'était étrange parce que vraiment, là, j'étais tellement dans ma bulle, puis concentré, puis je rencontrais quelqu'un qui est extraordinaire, un grand chirurgien, un des meilleurs. Oui, ils sont 3 au Québec, ils sont peut-être 8 en Amérique du Nord. Fait que tu sais, t'as envie que cet homme-là, qui est fantastique, soit pas déçu de son entrevue. Puis, fait que je l'ai pris comme un grand défi personnel. Puis c'est un défi que je vais renouveler comme ça à chaque semaine. Hier, j'ai déjà eu plus de bonheur, de conscience du bonheur parce que il y avait pas juste. Je vois ça un peu comme les vacances. Quand tu veux vraiment te reposer, tu vas à la même place plusieurs fois. Tes acquis sont là, tu sais où tu vas aller manger. Alors que là, tu rentres dans le studio, tu sais tu t'assois où. C'est comme le physique de l'affaire te calme et il te reste juste le contenu de l'entrevue à maîtriser. Alors justement, c'est très particulier faire des entrevues affaires publiques. C'est quoi le meilleur conseil que quelqu'un ou quelqu'une t'a donné pour faire ce virage-là puis mener à bien des entrevues? Mettons le meilleur conseil puis le pire conseil que quelqu'un t'a donné. Ben, dans le cas qui nous concerne, moi, je travaille avec Rosalie puis Jean-Philippe. C'est leur métier dans la vie depuis très longtemps. Ça fait 12 ans. C'est la 12e année. Hier, on a enregistré la 263e émission. Donc, le meilleur conseil, c'est Rosalie puis Jean-Philippe qui m'ont dit « Hey, faites-en pas, là. C'est pas de la chirurgie au cerveau. On est 3. C'est juste la télé. Ouais. On est 3 pour rencontrer quelqu'un qu'on a invité, qui a accepté de venir. Donc, il y a une partie qui est beaucoup plus du bonheur de cette rencontre-là. Parce que c'est affaires publiques, oui, mais c'est aussi très culturel, c'est social, c'est, tu sais, je veux dire, on veut rencontrer, je sais pas moi, le directeur, mettons, de Centraide. Ben, je veux dire, c'est pas un homme à controverse. Il vient nous raconter, je dirais, son problème face à comment je peux régler la pauvreté. Puis ça, c'est le fun de se retrouver à 3 comme ça. Mauvais conseil, il n'y a pas personne qui m'a comme donné un mauvais conseil. La plupart des gens, je sentais une curiosité qui me disait on a bien hâte de voir comment tu vas être dans ça, comment ça va se passer. Puis mais moi, en même temps, tu sais, tu t'en vas vers la soixantaine. Moi, je sais très bien que dans la vie, tu peux ne faire qu'une chose, c'est le meilleur de ce que tu es. Si le meilleur que je peux offrir n'est pas assez, ben c'est pas grave. Tu fais d'autres choses, mais si tu pars avec ce principe-là, est-ce que en ce moment je donne tout ce que j'ai? Puis la réponse c'est oui, ça peut pas mal aller. Brigitte, ta conjointe de longues années, ta partenaire en affaires, la mère de tes enfants, une femme exceptionnelle, est-ce qu'elle était fière de toi? Est-ce qu'elle t'a trouvé bon? Elle était nerveuse. Plus nerveuse que toi? Elle était nerveuse, oui, mais tu sais, dans un couple, on est toujours protecteur de l'autre, on veut que l'autre soit bien, on veut pas. Puis moi, elle sait que les commentaires sur les médias sociaux, ça m'affecte. Ah t'sais, oui? C'est quelque chose. Moi, ça m'a toujours tellement que, mettons Facebook, là. Ouais. Je suis des groupes, mettons Patrimoine Québec, Plantes et trucs je suis des groupes comme ça où je vais lire parce que je trouve ça intéressant, j'apprends des affaires. Et quand quelqu'un pose une question, puis je dis elle est intéressante sa question, puis je vais aller voir la réponse, puis que je vois qu'il y a des innocents qui tombent sur la tête de cette personne-là pour sa question, je viens agressif ou fâché ou déçu. J'y vais plus lire ces commentaires-là parce que je me dis, il y en a trop qui ont pas de vie puis qui écrivent n'importe quoi. Alors, c'était sa crainte. Elle dit là, s'il va lire des commentaires négatifs, il va être malheureux, te le quitte, mais j'y vais plus les lire. Alors, moi, j'ai juste dans le bonheur.
Comment tu t'es soigné de cette dépendance aux commentaires sur les médias sociaux? Qu'est-ce que ça a pris? Parce que ça peut être très, je pense à différentes personnalités publiques qui allaient constamment valider, parce que c'est ça qu'on cherche quand on va voir ces commentaires-là, qui cherchent une validation puis qui en ont vraiment tiré de la dépression, parce que ça peut être extrêmement violent. Comment tu t'es soigné de ça? Comment t'as dit, c'est fini, j'y vais plus? Ben, j'ai décidé d'éliminer, j'ai enlevé ça de sur mes téléphones, mon téléphone puis ma tablette. Je l'ai enlevé, puis ça veut pas dire que c'est pas important pour moi. Alors, je fais encore des vidéos, je fais des trucs pour différentes plateformes. Je la fais, puis je la donne à Alexandre, qui est le responsable de ça chez nous. Et lui, il va la mettre en ondes, il va lire les commentaires. Mon équipe, il y a une équipe chez Télé-Québec qui lit. Moi, de mon côté, j'en ai une. Puis je dis, je veux tous les commentaires. Si il y a quelque chose que je peux améliorer, si ma question est trop longue, trop courte, tout ce qui concerne le métier, que ce soit une recette, peu importe, j'aime les commentaires. On aime ça, les commentaires positifs. Mais on vit dans un métier où si tu n'acceptes pas la critique du métier, fais d'autres choses. Puis ça, je trouve ça motivant à la limite. Tu sais, si tu me dis, Ricardo, ton entrevue, puis je l'écoute comme quelque chose de positif, même si des fois, tu sais, c'est difficile d'entendre la vérité, c'est tout le reste que ils vont m'éviter. Ils vont pas me raconter, ils ont pas aimé tes cheveux, ta chemise, tes affaires. Tout ça, pour moi, ça m'intéresse pas. Mais les commentaires où je peux m'améliorer, ça, j'ai un rapport qui m'arrive à chaque fois que je fais quelque chose de public. Brigitte, elle m'écoute, je fais quelque chose, je te parle en ce moment. Elle nous écoute, Brigitte. Elle écoute toujours tout ce que je fais. Tu sais, ce matin, j'étais avec... Oui, mais puis elle va me faire un commentaire après. C'était super bien ou laisse-la parler ou peu importe. Tu sais, je vais avoir... Arrête de l'interrompre! Arrête de l'interrompre. Mais ça, je trouve ça le fun. Puis chez nous, il y a une fille, Nathalie Carbonneau aussi chez nous, qui est vraiment aussi celle qui est le plus proche de moi pour tout ça. Elle avec, je m'attends à avoir son commentaire le lendemain parce que le but, c'est de s'améliorer, pas développer des béquilles. Ça. Oui, ben bonjour Ricardo Larrivée, Cybelle Olivier en studio avec Sophie. J'avais un commentaire à vous faire justement de positif que en fait on est écouté. Il y a des gens qui nous communiquent en direct et il y a quelqu'un qui nous dit, c'est Hélène de la Prairie, qui vous dit qu'elle vous a trouvé excellent à Deux hommes en or, qu'elle vous a beaucoup aimé. Alors ici à qui vous avez déjà une première fan. Et si tu me permets, Sophie, moi j'avais une petite question pour vous aussi. Étant donné que vous arrivez dans une dynamique d'une équipe qui est déjà construite, qui travaille ensemble depuis longtemps, vous voulez arriver, j'imagine, avec une couleur, une touche, une intention. Y a-t-il quelque chose en particulier que vous voulez amener dans ce trio-là? Avec votre bagage, de ce que vous avez fait avant, justement, toutes ces années-là d'expérience, mais dans un contexte différent qu'affaires publiques. Là, vous allez amener quoi, vous, à Deux hommes en or? Avez-vous quelque chose de clair? Ben déjà, moins obsédé par les cheveux que Jean-Philippe Vautier, là. Déjà, ça va être bien. C'est épouvantable. Mais non, mais en fait, j'ai pas pensé à quelque chose que je voulais amener. Je me suis surtout dit que j'avais envie d'arriver là avec de l'humilité. Dans le sens où j'aime communiquer des informations, mais je commence quelque chose. Alors, je veux faire en sorte que les gens voient l'effort que je mets, apprécient, voient peut-être même l'amélioration au fil des semaines. Il y a une chose aussi qui est importante pour moi. Toute ma vie, puis dans notre entreprise, notre mission, on s'est dit, c'est que les gens mangent ensemble, les rassembler autour de la table, famille, amis. J'ai envie d'être un élément fédérateur, être constructif autour de la table. Moi, j'ai pas envie d'être le rôle de quelqu'un un journaliste qui cherche, tu comprends, à avoir la vérité sur quelque chose. Moi, si quelqu'un vient, admettons, puis que il est controversé sur un sujet, je vais entendre sa version, je vais poser les questions, mais j'ai pas à être, je pense que tout est dans le ton. Tout se demande dans la vie. Puis tu sais, si tu poses la question 3 fois puis que la personne ne répond pas, on l'a notre réponse. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en même temps, c'est ça. On sait que ça va être du Ricardo Larrivée, que t'occupes la place qui était Patrick Lagacé. Patrick Lagacé a son style, Vautier a son style, Rosalie a sûrement son style. Tu sais, je veux dire, chacun a sa touche, puis bon, ça va être du Larrivée, puis du Larrivée qui va aussi évoluer.
J'aimerais ça qu'on parle de quelque chose parce que j'ai lu différentes entrevues ou j'ai entendu différentes entrevues que tu as faites et quand on te parle de politique, tu dis souvent j'ai un petit côté Mario Dumont et ça évidemment comme Mario, premièrement, moi je suis aussi politiquement très Mario Dumont que j'ai toujours pleuré le fait qu'il soit pas devenu premier ministre du Québec et que en plus c'est un collègue et un ami personnel. Je veux savoir qu'est-ce que tu entends toi quand tu dis là ces mots-là, j'ai un côté Mario Dumont. C'est quoi ta définition? C'est quoi, d'où tu te situes près de Mario? Ben, c'est-à-dire que je dis toujours que je suis un mélange en différentes choses, dans le sens où je suis vraiment un social-démocrate où je suis heureux de donner une grande partie de mon salaire pour des impôts si ces impôts-là sont bien dépensés puis qui vont donner une chance égale à tout le monde pour l'éducation, la santé. Bon, ben tu dois pas être content en ce moment. Tu dois pas être content en ce moment parce que t'en donnes une méchante brassée chaque année, puis le système d'éducation est tout croche, puis le système de santé s'en va chez le diable. Oui. Absolument. Fait que oui, effectivement, des fois, je me réveille vraiment pas super content, puis je rage, mais c'est pas grave, je participe aussi à travers le Lab École, à travers différentes affaires. J'aime beaucoup la politique. Je suis très politisé dans la façon de penser. Hier, on a eu le plaisir d'avoir une ministre qui est là. C'est Jean-Philippe qui faisait l'entrevue, mais même avant puis après, j'ai des questions, ça m'intéresse. J'aime le franc-parler de Mario. En ce moment, oui, c'est facile de dire « Ah oui, mais quand tu es devenu un analyste, tu sais, t'as franc-jeu, t'as pas d'électeurs à plaire. » Mais Mario était pas comme ça non plus en politique. Ben Mario, c'était le gros bon sens. C'était le gros bon sens. Et des fois, on regarde nos politiciens, puis le seul en ce moment qui propose le gros bon sens, on n'a peut-être pas envie de son gros bon sens à lui. Non, mais en fait, c'est que effectivement, le côté, je dirais, conservateur de la belle époque de Mulroney, quasiment, là, on est tout à fait. Tu sais, comme les républicains étaient très différents sous Reagan, tu avais l'impression que, tu sais, au Québec, on était habitué d'avoir une alternance entre le Parti québécois puis les partis libéraux, puis c'était correct parce que ni d'un bord ni d'autre, c'était extrême. Voilà. Alors que là, des fois, au fédéral ou les Américains, on se dit, là, on a comme moins de milieu. Puis Mario, c'est un gars légèrement plus à droite, mais quand même centré, tu sais, qui était là pour le gros bon sens. Tu sais, je veux dire, ça, pour moi, ça me plaît. Puis comme c'est un ami aussi, ben j'aime ça avoir quelqu'un avec qui, à la limite, je peux débattre d'idées, puis de pas avoir raison nécessairement. Puis c'est intéressant d'avoir des gens avec qui on peut débattre. C'est pour ça que des émissions, la tienne, vos émissions, t'écoutes ça, pour moi, c'est ça, ça n'a pas d'importance d'être d'accord ou pas. Le plus important, quand je t'écoute, c'est de dire, j'en pense quoi, moi, de ça? Voilà, c'est d'être exposé à différentes idées. Ça évolue. On a le droit de changer d'opinion au fil des... En fait, c'est la beauté de l'affaire. À force d'être exposé à différentes idées, tu peux te déplacer vers la gauche, vers la droite, puis avancer là-dedans. Puis ça, c'est bien intéressant. Puis si je ramène ça à Deux hommes en or, on est quasiment trois générations. Tu sais, Jean-Philippe, encore des jeunes enfants, un père séparé. Rosalie, une jeune femme brillante qui commence, qui a pas encore d'enfants. Moi qui a plus d'enfants à la maison. Tu sais, on est chacun a des étapes différentes de notre vie. Homme-femme, moi je suis sur la rive sud, ils sont à moi. Je trouve que ça peut faire des beaux mélanges pour qu'il y ait des opinions différentes. Voilà, puis t'as pas mal de plus de cheveux blancs quand même que Jean-Philippe, fait que ça fait comme 3 générations, ça fait grand-papa, papa, et tu sais, comme les papas ours, les 3 générations. Écoute, Ricardo, évidemment, je t'ai en face de moi, donc je veux qu'on parle quand même un petit peu d'alimentation. La grosse préoccupation des gens en 2024, c'est comment j'arrive à faire mon panier d'épicerie sans devoir réhypothéquer la maison que je n'ai pas, parce que de toute façon, j'ai pas les moyens d'avoir une maison. Toi, à travers toutes les années de Ricardo, est-ce que tu as comme des recettes infaillibles où les gens peuvent manger pour pas cher, puis des recettes, mettons, qui traversent le temps, qui font en sorte que en 2025, on peut s'alimenter de façon équilibrée, savoureuse, puis que ça coûte pas cher? Ben, coûte pas cher, c'est difficile. Je dirais que la première chose qu'il faut savoir, c'est que la meilleure recette
pour notre santé et notre portefeuille, c'est celle qu'on va faire. Déjà, si on coupe le plus possible de produits transformés et qu'on le fait, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour l'estime de soi. Et c'est drôle parce que j'ai fait un truc récemment là-dessus où justement je disais, on peut changer non seulement notre vie, mais la société en général en mangeant ensemble. Il y a moins de stress, diminution de l'anxiété, des couples plus heureux, des enfants qui réussissent mieux à l'école, ça diminue le décrochage scolaire. Il y a une liste ça de longue juste sur le manger ensemble. Ensuite de ça, sur le site, nous on voit, tu sais, c'est des centaines de millions de clics par année à travers le Canada, les États-Unis, l'Europe qui viennent sur notre site. On a beaucoup d'Américains, beaucoup d'Européens aussi, toute l'Europe francophone, même en Afrique, au Maroc, partout où il y a du français, les gens viennent sur le site. C'est pour ça qu'on l'a vraiment fait un vrai métrique maintenant, parce que on voulait être sûr que tous ceux qui viennent de l'extérieur du Québec puissent avoir accès à nos recettes. Donc, on voit les gens mangent quoi exactement? Ben, le bœuf n'est même plus dans le top 10 des protéines qu'on va manger. T'es pas sérieux? Le bœuf est même plus là. Le tofu est dans le top 3 maintenant. Mais ça, c'est un changement énorme par rapport à quand tu as commencé. Énorme, là. Tu sais, je veux dire, alors, quand tu dis, OK, le tofu, pourquoi? Ben, parce que tu peux l'émietter, le faire griller, puis ça te fait un tacos pas mal moins cher qui a le même plaisir, ou des fois de faire un moitié-moitié. Tu sais, moi, j'aime beaucoup la viande hachée. Je suis un gars qui aime beaucoup toutes les viandes hachées parce que souvent, c'est moins cher. Ça peut aller autant en boulettes qu'en asiatique, qu'en ce que tu veux en termes de saveur. Tu peux bien mélanger, par exemple, un tofu bien émietté, là, un ferme défaite, avec ta viande hachée. Tu coupes ta protéine animale de moitié. C'est moins cher, mais tu as tout le côté protéiné parce que c'est important d'avoir de la protéine, sinon tu as faim. Qu'on sente pas. Tu sais, les enfants, quand tu étudies, je dis enfants, peu importe qui, dans ton lunch, ça te prend des protéines. Alors ça, on le voit qu'il y a une grosse poussée et les gens considèrent plus le tofu comme un truc granola. Alors maintenant, c'est le sétan. Le sétan, c'est l'affaire granola. Ouais, le sétan puis le tempeh, là. Non. Alors, j'ai beaucoup aimé ton petit lapsus. T'as dit tofi au lieu de tofu. C'est comme un tofu au caramel. Alors, ici, Tofi du Rocher qui te dit merci beaucoup, Ricardo Larrivée. C'est toujours un plaisir de te parler. Je t'embrasse et puis on va continuer à t'écouter le vendredi à Deux hommes en or et aussi à continuer à te suivre de toutes les déclinaisons de Ricardo parce que t'es quand même actionnaire minoritaire. Tu continues quand même là-dedans et tous tes beaux projets. Merci, je t'embrasse. Merci à vous deux. Merci, bye bye. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Vous connaissez évidemment l'humoriste Arnaud Soli qui est multiforme, qui a toujours plein de projets. Et le tout dernier projet d'Arnaud Soli, c'est un podcast, qui est une sorte de podcast parodique. Ça s'intitule Valide. Et en fait, il fait une parodie de ces 28 000 podcasts ou balados qui existent déjà où des sexologues ou des gens spécialisés en sexualité répondent aux questions du public. Le problème, c'est que dans ce premier épisode de ce podcast, qui est une parodie, il parle des queers et il y a des gens dans la communauté LGBTQIA+, etc., qui ont été blessés, heurtés, offensés par certains propos d'Arnaud Soli, dont ma première invitée, Chris Bergeron. Bonjour. Bonjour. Chris, ça fait des années qu'on se connaît. Oui, ça me fait bizarre de ne pas être à Radio-Canada. Pénélope? Où est Pénélope? Où est Pénélope? Ben oui. Pourquoi tu dis Pénélope? Parce que Parce que je travaille avec elle souvent. Voilà, c'est ça. Oui. Mais nous, on se connaît parce qu'on a évolué toutes les deux. Oui. Tu vois, moi, je dois m'habituer parce que je t'ai connue dans ton autre identité. Avec une barbe. Avec une barbe, avec une identité masculine. Oui. Je ne donnerai pas ton dead name. Oui, oui. Par respect. C'est gentil. Donc, tout à fait. Mais je t'ai connu dans ton autre vie. Exactement. Donc, que je ne cache pas parce que non. j'ai fait ma transition à 40 ans, donc je signais des articles. Moi, je peux le dire, mon dead name sous le nom de Christophe Bergeron. Voilà. Et c'est très clair que le fait que, de toute manière, j'étais
pas très public, mais quand même, je signais des articles. Ma transition a été publicisée en quelque sorte. Voilà. Donc, je l'ai fait dans l'œil du public. Ça, c'est certain. Dans l'œil du public. Ben ouais. Alors, la raison pour laquelle je prends des précautions, tu le sais très bien, Chris, c'est que on a l'impression aussi de ces temps-ci qu'on marche un petit peu tout le temps en terrain miné. On doit faire attention à nos termes pour pas se faire accuser de toutes sortes de choses. Donc, c'est pour ça que je fais attention, par respect aussi pour toi, parce que ça fait des années qu'on se connaît. Donc, mais c'est une nouvelle façon pour moi de m'adresser à toi. Oui. Donc, il n'y aura pas de problème. Dans la version française de mon premier roman, j'ai écrit dans la bio que je suis woke, mais aussi gentil qu'un Ewok. Ah, c'est tellement mignon. OK. Donc, c'est la première fois que je parle avec un woke qui est parlable, parce que des fois, les woke, je les trouve un peu sectaires, ce qui n'est absolument pas ton cas. Donc, toi, tu as écouté le podcast de Arnaud Soli. On va y arriver. Je veux qu'on en écoute un extrait, parce que je pense que c'est peut-être cet extrait-là qui t'a choqué, offensé, blessé. Pour ceux qui se joignent à nous, puis je me présente, moi c'est Arnaud, je m'identifie comme quelqu'un de queer, même si présentement je suis en couple avec une femme depuis 14 ans, j'ai la même conjointe, et je suis aussi un artiste métissé, donc je suis afro-descendant puisque j'ai plus d'1% de sang africain selon mon test Ancestry. Alors, il se moque évidemment de toute cette tendance où on se dit queer même si on l'est pas, parce que c'est un peu la terminologie à la mode quand même, Chris, non? C'est un mot qui existe depuis longtemps quand même. Moi, c'est un mot que j'aime bien, même peut-être plus que toutes les autres lettres, parce que nous, on est d'une génération, je dirais, de David Bowie, de la fluidité, où c'était tout ça dans la... Et moi, queer, j'aime bien, parce que c'est bizarre. Oui. Je fais partie des bizarres. Donc moi, j'aime ça. Ceci dit, est-ce qu'il y a des modes? Je pense pas que c'est un effet de mode. Je pense qu'en effet, on vit à une époque où les gens, j'espère que ça va continuer, ont moins peur de dire ce qu'ils sont. Puis il y a un vocabulaire qui n'existait pas avant, que moi, j'ai pas connu. Et donc, c'est vrai que des fois, moi, mon côté, personne qui a été élevée par des Français gaullistes, je suis comme, c'est quoi toutes ces lettres? Mais en même temps, je reconnais le fait que, ah ouais, mais c'est utile au développement de toutes ces personnes-là aussi. Donc, queer, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qui te choque? Parce que là, on a évidemment regardé seulement 10 secondes. Ouais. Donc, ce podcast de Arnaud Soli sort. Tu fais une un long texte sur tes médias sociaux. Raphaël Provost, qu'on connaît bien, t'appuie, dit oui, t'as raison, vas-y, Chris, et tout ça. Et ça a interpellé Arnaud Soli. Ça a interpellé Arnaud. Alors, déjà, expliquer pourquoi j'ai eu cette espèce de réaction, je dirais, épidermique. Hein? Oui. Puis c'est vrai que les réseaux sociaux nous poussent à ça, à réagir, là, et j'ai réagi. Ouais. D'abord, le timing, cette semaine, c'était la semaine où Mark Zuckerberg avait dit qu'il n'y aurait plus de garde-fous par rapport aux commentaires haineux, spécifiquement pour les communautés de LGBT, etc. Donc déjà ça m'a un petit peu... Voilà. OK. Donc, par contre, je t'arrête tout de suite, Chris. Arnaud Soli, il va pas non plus choisir la date de la sortie de son podcast en fonction des petites préférences personnelles de Chris Bergeron, ni les grandes préférences de Mark Zuckerberg, comprends-tu? Je suis d'accord, mais un contexte, c'est un contexte. Oui. Et moi, je l'ai pris vraiment pas comme une planificatrice média, mais comme une consommatrice des médias. Oui, parce que c'est important de mentionner, Chris, que dans la vie, ton métier, c'était évidemment romancière, on en a parlé, c'est que tu es vice-présidente Tendance, Culture et Diversité chez Cossette, qui est une agence de pub. Je fais de la pub. D'accord. Exactement. Voilà. Donc... mauvais timing, premièrement. Mauvais timing. Deuxième, mais en effet, il y avait ces nouvelles-là en ce moment, mais il y avait d'autres nouvelles qui venaient d'avant aussi, donc le timing général était pas terrible. Et puis après, une réaction par rapport au mot valide, qui est un petit peu ma marque. J'écris depuis 2000... mon premier roman est sorti en 2021. Je l'ai avec moi ici. Valide. Voilà. Mais tu n'as pas de copyright sur le mot valide. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis dans mon truc. Je n'ai pas le monopole du mot. Après ça, généralement, moi, quand ça m'arrive de lancer des podcasts et tout ça pour mes clients, on regarde le climat. On dit, est-ce que ce mot, il est utilisé ou pas? De quelle façon? Alors, l'utiliser dans le cadre de quelque chose qui est un petit peu, je dirais, qui se moque un peu des communautés,
gentiment, là. C'est pas la critique la plus acerbe que j'ai rencontrée de ma vie. Moi, ça m'a fait un petit peu, voilà, ça. Et puis hier, c'est marrant parce que j'étais avec des copines hier et il y en a une qui me dit dis donc, t'as réagi un peu fort par rapport à ça. Ouais. Et ouais, j'ai réagi un peu fort. J'ai réagi un peu fort parce que Valide, c'est mon bébé, c'est une marque sur laquelle je travaille depuis longtemps. Oui, mais en même temps. Alors, Chris, je vais me permettre, parce qu'on se connaît depuis des années, je vais te permettre de dire une chose. C'est que le mot valide a été justement beaucoup utilisé, un peu trop, dans le sens que on n'arrête pas d'entendre ton expérience est valide. C'est devenu un peu comme un cliché. Et je pense que c'est ça qui fait Arnaud Soli dans sa parodie. Des fois, les woke, vous manquez un peu d'humour, Chris. Je te le dis gentiment, mais des fois, c'est peut-être. Alors, je sais pas, j'ai pas de carte non plus. C'est pas non plus, tu représentes pas l'ensemble de la communauté, mais riez un peu. On n'a pas le droit. On a le droit de rire du fait que vous dites tout le temps valide. À mon expérience est valide. Ton expérience est valide. C'est un peu devenu un peu. Quand j'ai écrit ça en 2021, là, c'était un mot qui était nécessaire. Et moi, c'était un mot thérapeutique pour moi. Donc, mais je veux dire, je te rassure, j'aime bien rigoler, c'est pas ça le problème. Et puis j'aime Arnaud Soli, je veux dire, j'aime ce qu'il fait là, c'est pas ça le problème. D'ailleurs, on s'est parlé après. Puis je pense que c'est ça le truc le plus intéressant dans tout ça. C'est que il a eu. Moi, je trouve qu'il est bon joueur, Arnaud Soli, parce que ta publication où tu t'en prenais à lui en disant mauvais timing, mauvais choix de mots, pourquoi se moquer des queers, ça a beaucoup circulé. Non. Oui. Non, ça a eu... oui. Si moi j'en ai entendu parler, là... Parce que peut-être on est amis sur les réseaux sociaux, mais ça a eu 40 likes et ça a été vu peut-être 200 fois sur LinkedIn. Quand Raphaël Provost met son petit truc là-dessus, là, lui, Raphaël l'a vu, mais c'est venu aux oreilles d'Arnaud Soli. Et comment a-t-il réagi? C'est venu aux oreilles parce que je l'ai tagué, parce que je voulais sa réaction, je voulais qu'il y ait une réaction de sa part. Et formidable, il m'a écrit, il m'a dit. Je voulais pas me foutre de la gueule de la communauté, c'est pas ça le but. En fait, je me moquais plus des gens qui sont straight et qui font semblant, nanana et tout. Bon, je sais pas si c'est un phénomène, moi je crois pas, mais en général, il faisait son travail d'humoriste. Et puis donc on a parlé et je lui ai expliqué que j'avais peut-être une hypersensibilité, notamment par rapport au mot valide, qui est une sensibilité d'autrice et de romancière qui voilà. Et puis on s'est parlé, nanana, et ça s'est fini par tu devrais lire ça et donc vraiment ce que j'ai aimé dans sa réponse, et j'ai fait un autre billet d'ailleurs après sur mes réseaux sociaux pour souligner ça, c'est que je trouve que c'est un bel exemple d'échange. C'est-à-dire quelqu'un lance quelque chose, un produit, un projet sur publiquement. Tout à fait. On a le droit de réagir, c'est pour ça qu'on a des réseaux sociaux. Donc on réagit. Parfait, on est tous un peu des médias. Ta réaction est très valide. Ma réaction est valide, si tu veux, exactement. Et après, il y a un dialogue. Le dialogue, il peut être privé, il peut être public. Ça c'est à chacun de faire ses choix. Il y a eu un dialogue et une sorte, voilà, c'est résorbé en quelque sorte. Et c'est ça qui nous manque en ce moment. Un dialogue qui s'est fait dans le respect. Ben oui, parce que j'aime ce qu'il fait. Et puis après, il a dit je suis allé voir tes romans, ça a l'air cool. J'ai dit il y a des robots géants, tu vas voir, c'est vraiment chouette. et voilà, non mais vraiment c'est parce que tu fais de la science-fiction. Alors c'est intéressant qu'on se reçoive. C'était pas du tout prévu que ce soit dans ce contexte-là. C'est important qu'on se reçoive, que je te reçoive aujourd'hui, Chris, parce que il y a la Fédération des comités de parents du Québec et le GRI. Le GRI, c'est un organisme pour la visibilité, la compréhension, l'éducation aussi à la communauté LGBTQIA+. Qui agit dans tout le Québec. Qui agit dans tout le Québec, dans les écoles. Ils ont fait un sondage et ils ont émis un communiqué qui dit qu'il y a une montée de l'intolérance dans les écoles, une montée de l'homophobie et de la transphobie. Toi, tu vas dans les écoles. Qu'est-ce que tu remarques, Chris, dans les écoles? Je vais dans les écoles parce que j'ai été finaliste au prix des collégiens. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants de cégepiens et tout ça. Et puis, des fois, on m'invite même pour voir des plus jeunes, des gens qui sont au secondaire et tout. Et je le fais à peu près tous les ans. D'accord. Première année, disons 2021, quand mon livre est sorti, donc ça a été mon premier contact avec les jeunes, il y avait un sentiment, je dirais, d'accueil et de curiosité.
Okay? Par rapport à ta transidentité. Par exemple, par rapport et au sujet général du vivre ensemble et tout ça, les gens posaient des questions, des cas de figure. OK, qu'est-ce que je dois faire si mon ami est trans? Qu'est-ce que je dois faire? Il y avait une curiosité, mais c'était pas une curiosité malsaine. On me posait pas des questions d'opération, ce genre de choses. Des questions intrusives. Ouais, et c'était dans le respect. Et puis j'ai remarqué, en contraste vraiment marqué, c'était au mois de février de l'année dernière, donc il y a presque un an, j'étais allé dans une école de la Rive-Sud, donc même pas centre-ville de Montréal. Uh-huh. Et là, oui, mais alors tu vas aller en enfer. Pardon? Oui. Est-ce que tu demandes pardon à Dieu tous les jours par rapport à ce que t'es? Est-ce qu'on peut être religieux et queer? Est-ce que Jésus pense quoi de ça? Et puis les filles ne posaient pas de questions. C'était que les garçons. Et moi j'ai fait l'erreur de mettre une photo d'Andrew Tate, d'Elon Musk en disant ces mecs-là, c'est pas vraiment les plus ouverts par rapport au féminisme, par rapport à la diversité et par rapport en général à la bonne entente entre les gens. Et là, il y a un groupe de gars qui sont venus autour de moi, comme ça, une dizaine, et qui ont dit, quand vous vous moquez, je me suis pas moqué d'eux, là, mais quand vous dites du mal d'Andrew Tate, vous dites du mal de nous. Alors là, j'ai dû défaire ça en disant, non, je dis pas du mal de vous du tout. Donc, tu remarques une évolution? Je remarque une évolution. Pas pour le mieux. Pas pour le mieux. Je trouve ça dommage, parce que si des jeunes... Généralement, les jeunes, ils sont quand même un peu choupis, ils sont un petit peu... Qu'est-ce que tu veux dire, choupi? Ça veut dire quoi? C'est mon terme préféré. D'accord. Gentil. Mignon, voilà. Mignon. Ben, c'est ça, mais en fait, Richard parle de ça dans sa chronique, Richard Martineau parle de ça dans sa chronique ce matin en disant c'est quand même surprenant parce que ça fait des années qu'on essaye d'inculquer aux jeunes justement des notions d'ouverture et tout ça pour finalement se rendre compte que les jeunes d'aujourd'hui, peut-être, sont moins tolérants que notre génération. Tu parlais tout à l'heure de David Bowie. Exactement. Je veux dire, toi et moi, c'est notre génération. Donc aujourd'hui, quoi, David Bowie, il lui lancerait des pierres. Placebo, tous ces groupes qu'on a connus, qu'on allait voir souvent ensemble au Spectrum et tout ça à l'époque, quoi. Ouais. Mais attends, ma collègue Sybelle, oui, vas-y. Ben, en fait, moi, j'avais une question directement parce que là, on a vite passé à Andrew Tate et à Elon Musk, mais juste avant, vous parliez de commentaires en lien avec la religion. Oui. Comme s'il y avait cette résurgence. Résurgence, j'ai essayé des gros mots. Mais t'as dit Jésus, mais peut-être Allah aussi, là. Non, mais très étonnamment, c'était... Mais c'est parce que c'est ça, parce qu'on démonise souvent, justement, la religion musulmane. On parle beaucoup de l'intégrisme religieux, surtout sur le territoire montréalais. En plus, vous précisez que c'est sur la Rive-Sud. On parle de Jésus, donc... Est-ce qu'on revient à dire que c'est au niveau religieux que ce problème-là? Ça m'a étonné. Ouais. C'est-à-dire que probablement que proportionnellement, le rapport des Québécois à l'Église n'a pas beaucoup évolué. Il y a un moment où ensemble, on s'est dit, passons à autre chose et la religion est privée. Mais ça veut dire que des gens qui ne pensent pas ça, eux, maintenant, ils se sentent valides, ils peuvent parler et tenir ces discours-là en public, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Donc, au nom de la religion. Au nom de la religion. Et n'importe qui, de n'importe quelle religion, sent qu'ils ont le droit et d'une supériorité morale venant de la religion. Et c'est ça qui est Véro. D'accord, Chris, il nous reste 30 secondes. Parlons de mes cheveux dans le magazine Véro. T'es dans le magazine Véro et t'as écrit, il y a un texte sur toi, une entrevue avec toi et tu dis que c'est comme ça fait seulement 10 ans que tu prends des hormones et que donc tu considères ça fait comme 10 ans seulement que t'es comme une jeune femme de 10 ans. Il y a plein de choses que je sais pas faire encore. Plein de choses que t'es pas capable de faire encore. C'est le secret pour pas vieillir, finalement. Le eyeliner est encore un défi. Le eyeliner, oui. C'est ton défi de... Tabarouette. Il y en a des plus gros, mais ça va. Alors, tu es arrivé en me donnant ton livre valide que je montre ici. En retour, je te donne mon livre Où sont les femmes? Tu risques peut-être de t'étouffer en prenant ton café, en lisant certains passages. Et peut-être moi aussi. Moi, je propose que peut-être dans 2 mois, 3 mois, on se redonne un rendez-vous puis on fera un débat sur la transidentité. Ça sera comme un traité de paix. Et je tiens à saluer quand même l'ouverture d'Arnaud Soli qui, au lieu de se cacher dans le coin, a répondu à ton appel et vous avez pu vous parler. Ça, j'avoue que c'est chapeau à Arnaud Soli. Merci beaucoup. Merci. Chris Bergeron, à très bientôt. À bientôt. Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
Et on finit la semaine avec la chronique culturelle de Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel au 7 jours. Bonjour Patrick, tes cheveux sont plus Patrick que jamais. J'adore ça. Ouais. Je m'en vais justement faire un petit ménage là-dedans tout de suite après ma chronique avec toi. Mon rendez-vous est à 16h30. Bon, ben c'est formidable. Écoute, Patrick, 3 films dont tu veux nous parler. On va commencer par celui qui, moi, m'intrigue le plus. Baby Girl avec Nicole Kidman. Un film qui a l'air comme sulfureux. Pourquoi? Arrêtez, il l'est pas tant que ça. Bon, c'est un thriller érotique. On s'attend un peu à... Tu sais, on fait des références à des 9.5 Weeks, à des Slivers et tout, mais c'est pas tout à fait le cas. C'est un peu plus sage quand même. Ouais. Je te dirais, j'ai aimé ce film, mais bon, faut dire d'abord que c'est un film de Halina Regen qui met en vedette, bien sûr, Nicole Kidman, qui a eu quand même un beau prix à la Mostra de Venise, le prix d'interprétation féminin. Et c'est assez rare qu'on remet ce genre de prix à des stars hollywoodiennes. Alors, chapeau à Nicole Kidman. C'est un rôle quand même assez exceptionnel dans le sens où elle se met dans une position de vulnérabilité. On la voit... semble-t-il qu'il n'y a pas eu de doublure. On la voit nue, on la voit à 4 pattes en train de lécher de la crème glacée. On la voit dans des situations assez... je me fais comme une image dans la tête. Oui, elle se fait faire du botox devant la caméra. Elle n'a pas peur, elle est allée au fond du personnage et tout. Là où je te dirais que ça plante un peu, c'est au niveau de l'intrigue. J'ai pas détesté le film, mais c'est lent. C'est très lent. Il se passe pas grand-chose. On valse un peu entre les... Bon, faut dire que l'histoire est un peu cliché aussi, on se le cache pas, là. On parle de une directrice d'entreprise à qui tout réussit, le mariage des enfants, la belle maison, le beau loft, la maison, la campagne et tout. C'est mignon comme tout. Et tout d'un coup, le beau stagiaire qui débarque dans sa vie. Elle est en situation de pouvoir. M'entends-tu ronfler? Mais non, mais c'est comme un cliché, là. On a l'impression que c'est comme écrit par l'intelligence. C'est un scénario. Je pense que c'est un scénario écrit par l'intelligence artificielle. Ils ont dit, trouve-nous une histoire de sexe, là. Ben, ça prend Nicole Kidman à 4 pattes à un moment donné, puis franchement. C'est un peu là où ça bat de l'aile, un peu. Est-ce que le film est décevant? Pas tant que ça. Est-ce que c'est un grand film? Non. Ça se situe un peu entre les deux. Tu sais, je fais un peu un parallèle avec, je sais pas si tu as vu le film Elle, il y a quelques années, avec Isabelle Huppert, un film de Paul Van Even, qui était beaucoup plus réussi et tout. Celui-là bat un peu de l'aile, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas une catastrophe cinématographique, on s'entend. Il y a quand même du bon là-dedans. Cependant, Antonio Banderas est mou, ennuyant, il se passe rien de ce personnage-là. Banderas mou. Excuse-moi, c'est vendredi. Dans le film, il faut le dire, le personnage de Nicole Kidman n'est pas satisfaite de son Banderas. Elle va voir un petit Banderas mou. Il Banderas mou. Et donc, bon, c'est un film qui est encore à l'affiche. Je l'ai vu avant Noël. Est-ce un grand film? Non. Est-ce un film à voir? Oui, il fait froid, il fait moins 30 la semaine prochaine. C'est le temps d'aller au cinéma. Mais Patrick, tu sais, t'as dit quelque chose, t'as dit, on voit Nicole Kidman être courageuse parce qu'on la voit se faire mettre du Botox à l'écran. C'est tellement courageux puis c'est tellement original parce que c'est la première fois qu'on voit une actrice hollywoodienne se faire injecter du Botox. Ben non. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme elle est toute refaite, Nicole Kidman, là. Je veux dire, elle était dans une espèce En même temps, ce qui est intéressant dans le personnage, c'est qu'elle s'en moque un peu. À un moment donné, sa fille lui dit carrément qu'elle est moche, qu'elle a trop de Botox et tout. Donc, elle joue un peu c'est avec drôle. Ça. C'est là où ça le rend intéressant. Elle est vulnérable et tout. Mais en même temps, on inverse un peu les codes ici, justement, du thriller érotique des années 80, où c'est l'homme qui mène la femme et tout. Là, il y a comme un jeu de rôle entre elle et son stagiaire, où le stagiaire tente de prendre le dessus, mais c'est tout à fait le contraire. C'est un peu Nicole Kidman qui donne les règles de ce jeu-là et tout. Donc, c'est intéressant. Est-ce un grand film? Non. Est-ce un film à voir? Oui, c'est l'hiver. On a juste à faire aller au cinéma. J'encourage le retour en salle et non des Netflix de ce monde. Donc, allons voir ce film. Mais il y en a quand même 2 autres que je recommande bien avant. Mais avant qu'on passe aux 2 autres, moi, je dirais tant qu'à voir une comédienne d'âge mûr qui se met à nu dans un très, très, très bon film. C'est Demi Moore dans The Substance. Personnellement, mon gros coup de cœur de 2024 que je recommande à tout le monde. Écoute, il te reste 2 minutes pour nous parler de 2 films. Ça me semble pas réaliste. Parle-moi donc du film d'Almodovar parce que ça parle d'aide médicale à mourir, si je ne m'abuse.
Oui, c'est pas mon coup de cœur. Mon coup de cœur est le film d'Ozon. Je vais sûrement t'en parler dans une autre. Mais écoute, le film d'Almodovar, c'est quand même son premier film en anglais, son premier long métrage en anglais. Il a fait des cours avant. C'est la première fois qu'il travaille de cette façon-là. Est-ce que c'est un grand film d'Almodovar? Non. C'est un film d'Almodovar. Il y a ici la rencontre de deux grandes actrices. On s'attend quand même à un grand film quand on va voir cette rencontre-là. Est-ce qu'on est déçu? Un petit peu quand même. Au niveau de l'intrigue, au niveau du dialogue, c'est... Julianne Moore et Tilda Swinton. Ouais. Ouais. Le film est en deux temps. Au début, on comprend pas trop où ça s'en va, on comprend pas la relation. Bon, les deux filles ont travaillé ensemble, elles se retrouvent. Une à qui t'as réussi, la romancière et tout. L'autre est une reporter et tout, mais elle est atteinte d'une grave maladie. C'est la rencontre des deux. Elle demande au personnage de Julianne Moore de l'accompagner dans cette mort-là et tout. Et c'est dans la deuxième partie où ça devient plus intéressant, où justement, on explore l'idée de la mort et tout. Là, c'est plus... on reconnaît plus le personnage d'Almodovar. Mais en même temps, c'est un film d'Almodovar. Donc, on a des divers dans les excès. On a tout ce qui vient. On aime ça. Patrick, oui. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Mon petit stylo ici, quand je le lève, ça veut dire qu'il te reste moins d'une minute. Et là, quand je le mets comme ça, c'est qu'il te reste 30 secondes. Alors, Almodovar, on va y couper le sifflet. Mais je retiendrai quand même de cette conversation que c'est la première fois de ma vie que je vais avoir dit en ondes Banderas mou. Mais je trouve ça sonne bien. Il me semble que je vais le redire encore. Merci beaucoup, Patrick. Je suis tellement heureux que ce soit avec moi, Sophie. Alors, oui, c'est notre premier Banderas mou ensemble. Merci beaucoup, Patrick Delisle. Crevier, à la semaine prochaine. Sybelle Olivier. On se reparle la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Cube.